Bon, ben, on va commencer cette séance des meilleurs posters qui ont été sélectionnés dans le cadre du congrès. Du coup, premier poster sélectionné, c'est Madame Frontali Alice à propos des fistules rectovaginales, facteurs de risque d'échec après graciloplastie, une étude européenne bicentrique sur 71 patients consécutifs. Bonjour à tous, je vais vous présenter cette étude qu'on a réalisée en collaboration avec l'hôpital Sant'Orsola di Bologna et l'hôpital Beaujon pour Clichy. On s'est occupé des fistules rectovaginales et graciloplastie. La fistule rectovaginale est une communication anormale entre les rectums et les vagins. Les 88% des fistules rectovaginales sont liées à des causes obstétricales directes. La maladie de Crohn représente la deuxième cause des fistules rectovaginales. Dans la littérature, on n'a pas beaucoup de travaux scientifiques qui s'occupent du sujet. Le plus connu est l'étude de Wexner avec 184 patientes évaluées. Et pour ce qui concerne les autres études qu'on a dans la littérature, on a toujours très peu de patientes. Nous, on a réalisé une étude pour évaluer comment on traite la fistule rectovaginale à Beaujon. On fait toujours un step-up approach, c'est-à-dire on commence avec une petite opération pour arriver à la fin, en cas d'échec, à une anastomose colonale différée. La graciloplastie indique un cas de fistule rectovaginale récidivante. Et vu qu'en littérature, il n'y a pas d'études qu'on évalue s'il y a des facteurs de risque pour l'échec de la procédure, on a décidé de faire cette étude. Compte tenu qu'on n'avait pas énormément de patients, on a demandé à Gilberto Poggioli, patron de l'hôpital Sant'Orsola di Bologna, de travailler avec nous pour faire cette étude. Donc, on a réalisé une étude rétrospective basée sur une base de données prospective de graciloplastie avec les deux centres, l'hôpital Beaujon et l'hôpital Sant'Orsola. Et on a collecté 61 patientes qui ont eu une première graciloplastie, 51 patientes pour fistule rectovaginale, 10 patientes pour fistule iléovaginale, d'âge moyen de 42 ans, avec un suivi moyen de 56 mois. Et on a retrouvé que 24 patientes sur 61 ont eu un échec de la procédure. Le taux d'échec était de 43% en cas de maladie de Crohn, de 38% en cas de fistule iléovaginale après AIA, de 30% pour la fistule rectovaginale obstétricale, de 33% pour la fistule rectovaginale radique et de 40% pour les autres causes. On a donc comparé les groupes de patientes avec échec et succès de la graciloplastie et on a retrouvé qu'il y avait deux facteurs liés à l'échec de la procédure et c'était une infection périanale de la cicatrice de la graciloplastie et l'absence d'antibiothérapie post-opératoire. Donc, en conclusion, on peut dire que l'échec de la graciloplastie pour la fistule rectovaginale est observé dans environ les 40% des cas des patients, quelle que soit l'origine de la fistule, et que ce taux pourrait être réduit par une antibioprophylaxie post-opératoire systématique. Je vous remercie. Merci pour ce travail. Je ne sais pas s'il y a des questions dans les gens qui écoutent cette présentation. Moi, j'ai une question, c'est des patients. Il y avait combien de... C'était écrit petit, donc je ne vois pas, mais il y avait combien de patients qui étaient stomisés avant la graciloplastie? Est-ce qu'il y en avait beaucoup, pas beaucoup? La plupart étaient stomisés et la totalité, une fois qu'on a fait la graciloplastie, avait une stomie en place. Aucune complication au niveau de la graciloplastie? On a eu des complications. Pas de nécrose du transplant, par exemple? Non, jamais. D'accord. Jamais. On avait même fait une sub-analyse, on a vu qu'on avait 30 patients avec maladie de Crohn et on a eu les mêmes résultats. D'accord. Et c'est la graciloplastie, c'est vous qui la faisiez ou c'est des plasticiens? Non, c'est toujours nous. D'accord. Parce qu'un élément important, c'est que souvent il y a deux pédicules vasculaires dans le prélèvement du muscle. Il faut faire très attention parce que cette vascularisation, elle est très variable. Et des fois, en fait, la vascularisation est très haute. Les perforantes sont très hautes, enfin, très basses dans la cuisse et du coup, très hautes si on va vers l'anus. Et du coup, des fois, on coupe ces perforantes et du coup, on a des complications au niveau du muscle. Et c'est ça, il faut faire très, très attention quand on fait la dissection. Oui, mais en tout cas, soit et à Beaujon et à Bologne, c'était les chirurgiens experts du service qui faisaient. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bon, merci.
La deuxième présentation, c'est Jonathan Garnier, anastomose pancréatico-gastrique intussusceptée versus anastomose pancréatico-jéjunale chez les patients à haut risque de fistule, une étude de 4 témoins. Bonjour à tous et toutes. Merci d'avoir accepté cette communication. Donc voilà, l'idée c'est que bien sûr, on ne va pas refaire le contexte, mais la fistule pancréatique, bien sûr, c'est la bête noire du chirurgien. Et sa fréquence dans les situations à haut risque, elle est assez élevée, de 30 à 50%. Alors, la situation à haut risque, le risque de fistule pancréatique est défini par plusieurs scores en pair et en pré et en pair opératoire. Le dernier en date, c'est l'UAFRS. Il y en avait bien d'autres avant. Et l'apparition d'une fistule pancréatique, bien sûr, ça augmente le risque hémorragique et la mortalité associée, jusqu'à 36% dans les fistules de grade C. Et ceci étant dit, bien sûr, de nombreuses techniques ont été tentées, soit pour diminuer l'incidence de la fistule pancréatique, soit pour en diminuer les conséquences. Et ce qui a retenu notre attention aujourd'hui, c'était cette technique d'anastomose pancréatico-gastrique intussusceptée qui a été proposée par l'équipe de Strasbourg en 2013 et qui semblait montrer de bons résultats avec un très faible taux de fistule. Alors, un des biais de ce travail, c'est que c'était pour, en majorité, adénocarcinome du pancréas, donc un pancréas plutôt dur. Et c'est la question que nous sommes posée, c'est est-ce que cette anastomose, qui semble séduisante sur le papier, eh bien, elle donne de bons résultats en termes de fistule pancréatique chez les patients qui ont un pancréas à haut risque. Pour répondre à cette question, on a fait une étude à l'Institut Paoli-Calmette de 2013 à 2019. Il y avait 383 DPC, dont 198 étaient classés à haut risque. Alors, haut risque, c'est quoi? Intuitivement, on va se dire c'est pancréas mou, c'est petit Wirsung. Il faut bien l'objectiver, donc on a choisi un UAFRS de plus de 20%. Dans ces 198 DPC, il y en avait 165, c'est une anastomose pancréatico-jéjunale, et seulement 33 chez qui on avait réalisé cette anastomose pancréatico-gastrique. Et on a regardé dans les deux groupes quel était le taux de fistule clinique, donc grade B et C, selon l'ISGPS 2016. Alors pourquoi 33%, 33 patients plutôt, donc 17% de la cohorte totale? Mais parce qu'on a essayé de se mettre, puisque c'était une nouvelle technique qu'on a testée, dans les conditions idéales pour essayer de faire courir le moins de risques possible. Alors les conditions idéales, c'était quoi? Mais c'était un pancréas qui se mobilisait bien. Ici, on le voit, on l'a mobilisé sur 5 à 6 cm. Il ne fallait pas que ce soit non plus un sujet trop gros pour qu'on ait un pancréas qui puisse bien se mobiliser. On a essayé de réaliser la technique de la même façon que ce qui était décrit dans la technique originelle. 3 bourses au prolène, une bourse muqueuse et 2 bourses prenant la totalité de la paroi gastrique, séparées d'un demi-centimètre. On voit là le pancréas qui va être enchâssé dans l'estomac. On ouvrait toute la ligne d'agrafage gastrique pour ce faire. À l'Institut Paoli-Calmette, on met toujours une épiploplastide de couverture des vaisseaux, alors en particulier dans le cas d'un pancréas mou, donc on a fait la même chose. Et on met aussi toujours un drain tuteur du canal de Wirsung extériorisé. Donc on a fait la même chose aussi. Alors là, il est extériorisé pas à la Volcker, puisqu'il sort par la face antérieure du gastre et donc à gauche. Et ensuite, ces patients-là, on les a appariés un pour un sur l'UAFRS pour pouvoir les comparer. Quel résultat? En paire opératoire, on voit qu'on a des patients donc, avec un pancréas mou à haut risque, parce que l'UAFRS moyen, c'est quand même 36. Le diamètre du canal pancréatique principal moyen, c'est pareil, c'est 3 mm. Qu'est-ce qu'on a comme différence en paire opératoire? La seule chose, c'est que c'est un peu plus long, 40 minutes de plus pour l'anastomose pancréatico-gastrique. En même temps, c'était une nouvelle technique, donc on a pris le temps de la réaliser le mieux possible, en tout cas ce qui nous semblait être le mieux possible. Est-ce que ce temps passé à la réaliser est revalorisé ou en tout cas récompensé en post-opératoire? Dans notre expérience, pas vraiment. On a la même mortalité post-opératoire, oui, 3% dans les deux groupes. Par contre, en termes de fistule pancréatique de grade B ou de grade C, on avait une différence significative avec plus de 25% dans le groupe pancréatico-gastrique. Si on prend l'ensemble de la série, on s'est semblé qu'il y avait une petite tendance à avoir même plus de fistules pancréatiques de grade C, donc le grade le plus grave évidemment. Alors ça, c'est les analyses univariées, ça ne se retrouvait pas en analyse multivariée, puisque si on regarde cette analyse multivariée avec le type d'anastomose, la qualité du parenchyme pancréatique, l'IMC et la taille du canal de Wirsung, la seule chose qui sortait en analyse multivariée, c'était le parenchyme pancréatique dichotomisé sur j'ai un pancréas classique normal mou ou j'ai un pancréas vraiment très friable et insuturable, mais pas le type d'anastomose.
De la même façon, on avait plus de transfusions en post-opératoire. Ça s'explique bien sûr par le taux de fistule, mais pas que. On avait aussi des hémorragies sur la muqueuse gastrique ou sur la tranche pancréatique. Et donc, une transfusion post-opératoire de plus de 35% dans le groupe pancréatico-gastrique. Et donc, au final, sur ces 198 DPC à haut risque, donc pancréas mou, et bien sûr, l'anastomose pancréatico-gastrique, on a mis un peu plus de temps à la faire. Donc, on avait 40 minutes de plus dans ce groupe-là. Mais ce n'était pas forcément récompensé en post-opératoire parce qu'on avait un peu plus de fistules de grade C et surtout plus de transfusions. Alors bien sûr, c'est une étude qui n'est pas du tout randomisée. C'est sûr qu'on n'est pas dans le cas d'un essai contrôlé randomisé. Cependant, les patients ont été appariés et c'est la vraie vie. Pour nous, elle n'a pas été vraiment récompensée par l'attention portée. Cependant, ça doit rester une option, une solution technique quand on a un pancréas complètement insuturable, à mettre en balance avec de l'autre côté, par exemple, la réalisation d'une pancréatectomie totale d'emblée. Et je vous remercie. Merci pour la communication. Vous avez des questions? Je ne sais pas, il y a des questions? Moi, j'ai une petite question. Vous faisiez que des bourses? Il n'y avait pas de point de suture entre la base de la section gastrique et le pancréas? Non, on a, pas moi, mais mes aînés ont une expérience de l'anastomose pancréatico-gastrique directe avec effectivement des points de rapprochement. Ici, on n'avait fait que des bourses. Ouais. Alors, je crois, mais je n'ai pas vu les 33 anastomoses. C'est possible que sur certaines, si on avait peut-être un doute, s'il y avait une zone qui nous semblait avec la bourse moins bien serrée, peut-être qu'ils ont mis 1 ou 2 points de rapprochement. En tout cas, celle que j'ai faite, j'ai fait comme ça. On a quand même l'impression, moi j'ai l'impression que quand on fait des bourses comme ça sur l'estomac, c'est pas toujours très bien serré. En fait, on peut avoir l'impression que ça glisse un peu. Et après, quand on fait le scanner, des fois post-opératoire, parce qu'on a la fistule, on voit que le moignon il est descendu de quelques centimètres. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien le mobiliser, qu'il faut qu'il y ait vraiment une grosse partie qui rentre dans l'estomac. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense que le drain tuteur, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'important, même dans les anastomoses pancréatico-gastriques, dans ces pancréas-là. Et donc, le fait de l'avoir en place, ça maintient un peu l'anastomose verticale, alors que sinon, bien sûr, elle a tendance à glisser, surtout si on n'a mis que des bourses et qu'on n'a pas arrimé le pancréas. C'est toujours énervant d'avoir le pancréas qui coule dans le ventre et qui est tombé l'anastomose. C'est un peu pénible. Et le drain tuteur, vous le mettez aussi dans les pancréatico-jejunales, comme ça, sur tes patients à haut risque, sur la Volcker Oui, tout à fait. Donc on a fait exactement les mêmes conditions, l'épiphloplastie et le drain tuteur dans les deux groupes. Bon, il faut quand même retenir que finalement, c'est pas un succès. Mais c'est bien de montrer que c'est pas toujours... Ça n'a pas été un franc succès chez nous. D'ailleurs, pour être totalement honnête, on a arrêté depuis, sauf si, évidemment, on n'arrive pas à suturer le pancréas qui déchire sur la suture. Dans ces cas-là, il faut se poser la question de soit faire ça, mais bien sûr, de toute façon, on a un risque post-opératoire important, ou une pancréatectomie totale, qui n'est pas rien non plus. De toute façon, il n'y a pas toujours de bonne solution chez ces pancréas très à risque. Bon, merci beaucoup. Bon, on enchaîne. La communication suivante, c'est Amal Letaïf pour un poster concernant le harcèlement des chirurgiens via les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Dr Amin El Ghali, je suis chirurgien à Sousse et j'ai dû présenter ce travail à la place de mon interne qui n'a pas pu se déplacer. On commence. C'est moi qui peux passer les diapositives. D'accord, merci. Alors pour introduire le sujet, on sait tous que le développement d'Internet a permis des progrès considérables en médecine, qu'il soit en termes de formation médicale continue ou alors en e-santé et téléconsultation, un thème qui a été abordé aujourd'hui au cours de ce congrès. Ça a permis aussi une meilleure organisation des parcours de soins et on espérait également améliorer la relation médecin-malade
grâce à un meilleur échange d'informations et de discussions via Internet. Mais comme dans tous les domaines, le développement d'Internet n'a pas été sans danger. Ça se manifeste par un accès non contrôlé et déroutant à l'information. Ce qui en découle, c'est souvent une incompréhension des informations médicales par les patients et une situation de tension entre le médecin et le malade. Aussi s'est posé, durant ces quelques dernières années, les problèmes de réputation. En effet, il existe plusieurs sites comme Google My Business, Google Maps, ou alors des forums classiques où les gens peuvent poster des posts avec des avis plus ou moins offusquants et diffamatoires vis-à-vis de leur médecin. Et le problème que posent ces sites-là, c'est que le médecin n'a pas beaucoup d'occasions pour riposter, pour se défendre. Et ça a été par conséquent un sujet sur lequel s'est penché le Conseil de l'ordre français en 2017. Il avait publié des recommandations de conduite à tenir devant ces problèmes de réputation et d'avis diffamatoires. Cependant, ces sites-là ne permettent pas un échange direct entre les malades et le médecin, ce que permet par contre les réseaux sociaux ou sur un réseau social, le malade peut entrer directement en contact avec son médecin, même s'ils ne sont pas, entre guillemets, amis. Et ces discussions-là peuvent effectivement déraper et être à l'origine de relations conflictuelles. En chirurgie particulièrement, la relation médecin-malade est plus étroite, mais plus délicate à gérer. Elle est d'autant plus délicate en situation de complications post-opératoires ou alors quand il s'agit de récidive tumorale, par exemple. Alors, moi-même, j'ai eu affaire à un message sur Messenger de la part d'une fille de patient que j'ai opéré d'une tumeur du rectum et qui est décédée d'une récidive métastatique. Et le message était plutôt agressif. J'en ai parlé avec mes collègues et j'ai découvert que je n'étais pas le seul qui a eu ce genre d'incident, donc on a voulu enquêter sur ce problème. Pour cela, on a fait un questionnaire qu'on a diffusé sur Google Forms. On avait adressé à 170 chirurgiens, toutes spécialités chirurgicales confondues, essentiellement des chirurgiens digestifs, puisque c'est ma spécialité et mes contacts, mais aussi des chirurgiens oncologues, des chirurgiens gynécologues, urologues, orthopédistes et plasticiens. Ces derniers se sont intéressés particulièrement au sujet. Et 126 chirurgiens ont eu l'amabilité de répondre à notre questionnaire. 109 chirurgiens parmi eux ont déclaré qu'ils ont été contactés au moins une fois par un patient via le réseau social. Et dans 66% des cas, cet échange était plus ou moins gênant en fonction de la discussion abordée. Alors, je disais, dans 40% des cas, on nous a dit que le contact était plus ou moins agréable, avec comme sujet des salutations ou des remerciements. Mais dans 60% des cas, c'était plutôt gênant. On demandait des avis via la messagerie sur Messenger ou WhatsApp ou autre. Il s'agissait de plaintes et d'expressions de mécontentement dans 15% des cas, et dans 6% des cas, c'était quasiment un harcèlement, une agression verbale. C'était, donc, en se penchant sur le détail de type de harcèlement, c'était variable, ça allait des injures, des messages offusquants dans 14% des cas, à 30% des cas, plutôt des demandes de rapprochement de rendez-vous, des choses qui sont un peu moins graves. D'autre part, on les a interrogés aussi sur la réputation, mais pas sur les sites et les forums, mais plutôt sur Facebook. Et 29 chirurgiens parmi les 126 qui ont répondu à notre questionnaire ont déclaré qu'ils ont rencontré au moins une fois dans leur carrière des avis diffamatoires publiés dans des pages Facebook. En posant des questions sur les conséquences comportementales et psychologiques de ces incidents-là, alors on a eu tout type de réponses possibles. On a commencé par
fuir le milieu de travail dans 1,7% des cas, des comportements addictifs dans 3% des cas. Ça a été à l'origine de consultations psychiatriques dans 3,5% des cas, une sensation de culpabilité, une perte de confiance en soi, ou plus fréquent, le syndrome d'épuisement professionnel, des pertes de confiance envers des patients. 17% ont dû fermer leur page Facebook ou leur compte Facebook et prendre des distances par rapport aux patients dans 30% des cas. Nous avons effectué une recherche bibliographique pour voir si ce sujet plus ou moins inédit a été abordé. On a trouvé une dizaine de publications récentes, ils sont tous américains, qui étudient l'impact de la e-réputation sur le site Google My Business particulièrement, ou sur Instagram. Sur les médecins, il n'y avait pas beaucoup de publications. Aussi, il y avait une enquête sur Medscape qui s'est intéressée à la e-réputation en Californie et ses conséquences sur les pratiques chirurgicales particulièrement. Il s'agissait essentiellement de chirurgie esthétique. Et ce qui est recommandé par ces publications-là, c'est ils conseillent fortement aux médecins, quand ils sont devant cette situation, de ne pas ignorer le message, plutôt de répondre, mais de façon brève et succincte, en disant qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, qu'on est satisfait de la prise en charge qu'on a donnée au patient et que la famille ou le patient lui-même ont tout à fait le droit de vérifier cela auprès d'autres spécialistes. Et il est fortement déconseillé d'ignorer ce genre d'incident ou de ne pas répondre parce que souvent ça aggrave un peu la situation. Quant aux chirurgiens qu'on a interrogés dans notre questionnaire, ils souhaitent tous, dans la majorité des cas, qu'il y ait des lois qui les protègent devant ce genre d'incident et assurent une poursuite pénale aux personnes responsables. Je vous remercie. Merci, c'est un sujet intéressant. Y a-t-il des questions concernant ce harcèlement sur les réseaux sociaux? Alors après, j'ai une question, c'est que ces réseaux sociaux, pour les chirurgiens qui ont des pages Facebook ou qui ont des pages sur les réseaux sociaux, c'est des pages qui sont à destinée professionnelle ou c'est des gens qui ont été contactés sur des réseaux personnels? Ouais, justement, les chirurgiens qui font eux-mêmes des pages pour un peu promouvoir leur activité, c'est souvent fréquent en chirurgie plastique, mais aussi en chirurgie bariatrique. Eux, ils assument plutôt ce genre d'incident, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à ça parce qu'il y a un gain derrière. Mais nous, ici, on parle des contacts qu'on a avec un patient, pas sur une page Facebook, mais pas via Messenger, c'est-à-dire qu'il est contacté directement sans qu'il soit en relation quelconque avec le patient, un membre de sa famille. Et donc là, c'est vécu autrement, en fait. Ce n'est pas la même chose que quand il s'agit de pages destinées pour ça. Allez, je vous remercie. Merci. La communication suivante, c'est Mathieu Sibert, urgence abdominale et neutropénie profonde à propos d'une série rétrospective de 105 patients. Je vous rappelle, pour ceux qui sont là, vous pouvez voter pour les meilleurs posters. Le vote aboutira à la meilleure communication du Congrès. Donc je vous enjoins à flasher le code. Maintenant, on a l'habitude. Donc, Monsieur Sibert, à vous. Bonjour à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous d'être présent. J'ai le plaisir de vous présenter un travail qu'on a conduit avec l'équipe de l'Institut Gustave Roussy au sujet des urgences abdominales en période de neutropénie profonde. Donc, qu'est-ce qu'une neutropénie profonde? C'est une définition très précise. C'est un taux de neutrophile inférieur à 500 pendant une durée de plus d'une semaine. Donc, en pratique, les patients qui ont des chimiothérapies pour cancer solide ne font pas de neutropénie profonde. Ce n'est pas de neutropénie qui font durer plus de 3-4 jours. En pratique, c'est plutôt des patients qui vont avoir des chimiothérapies très agressives, comme pour les pathologies hématologiques ou les tumeurs pédiatriques ou les TGNS, par exemple, les tumeurs germinales non séminomateuses.
Et on était souvent confrontés sur la garde, tard le soir, avec des patients qui allaient très mal. On est en service d'hématologie et on ne savait pas trop quoi faire pour les urgences abdominales. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de réaliser ce travail pour essayer d'avoir une réponse. Donc l'objectif du travail, c'était un peu de voir s'il y avait une place pour la chirurgie dans ce contexte. Et aussi évaluer nos résultats. Donc on a repris pendant 10 ans les patients de l'IGR qu'on a opérés dans ce contexte. Et on les a classés en 3 groupes en fonction des données du scanner. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait du mal à avoir un avis, un élément objectif pour classer les patients chirurgicaux versus non chirurgicaux. Donc on a, à notre sens, les données du scanner pendant l'épisode, pendant l'urgence abdominale, étaient l'élément le plus pertinent. Et donc on les a classés en 3 groupes. Les groupes 1, avec une urgence abdominale absolue, c'est-à-dire une perforation d'organes creux, une péritonite généralisée, une ischémie mésentérique. C'est des patients dont on estimait que sans opération rapide, il y avait un risque de décès à court terme. Le groupe 2, avec les patients qui présentaient une étiologie qui était potentiellement chirurgicale, une occlusion, une cholestite, une appendicite, mais dont la prise en charge chirurgicale peut potentiellement être retardée à distance de la neutropénie profonde. Et enfin, les groupes non chirurgicaux. Donc, on avait au total 500 patients qui ont présenté une neutropénie et un scanner sur 10 ans, et en fait, on a récupéré 105 patients qui avaient une neutropénie de plus de 7 jours avec une urgence abdominale. Et pas de surprise, dans l'immense majorité des cas, c'était des patients d'hématologie avec des leucémies, des lymphomes, des myélomes, et voilà, avec des schémas thérapeutiques très particuliers, c'est-à-dire des chimiothérapies d'induction, des stratégies myéloablatives où il n'y a pas plus du tout de défense immunitaire, et c'est vraiment l'objectif de ces chimiothérapies. Donc, après le scanner, on avait 3 groupes, 18 patients dans le groupe chirurgie absolue, 34 patients dans le groupe chirurgie relative et 3 patients dans le groupe non chirurgical. Et parmi ces 18 patients, 15 ont été opérés, donc en période de neutropénie profonde, donc avec une thrombopénie, une neutropénie, et avec 12 laparotomies, 8 résections digestives et 6 parages. 3 patients n'ont pas été opérés. Et quand on voit le dossier, c'était des patients qui étaient réfractaires du point de vue de leur hémopathie et dont on estimait qu'il n'y avait pas assez de bénéfices pour qu'ils soient opérés. Ensuite, on a opéré 3 patients dans le groupe urgence relative, avec 2 laparotomies blanches. D'ailleurs, il n'y avait pas de laparotomie blanche dans le groupe 1, et un patient avec une laparotomie blanche dans le groupe 3. Souvent, quand on parle aux hématologues, ils sont très fiers, ils disent voilà, nous, c'est comme les chirurgiens, on peut les guérir, nos patients, on peut les guérir. Les chimiothérapies, on peut avoir une survie à long terme. Et quand on voit les patients, tous groupes confondus, on a 50% de survie à 5 ans. Donc, ils n'ont pas totalement tort quand on voit ces patients-là. C'est vrai aussi pour la survie sans récidive. En revanche, quand on fait une analyse par groupe, les résultats sont quand même assez différents. Donc, voilà. Donc, en gros, les éléments à retenir des résultats, c'est que dans le groupe 1, donc chirurgie absolue, la prise en charge initiale est grévée d'une très forte mortalité, vu qu'on a 50% de mortalité en intra-hospitalier, et qui augmente en fonction de la gravité de l'urgence abdominale. Donc, en urgence absolue, on a une mortalité augmentée de manière significative par rapport à l'urgence relative, par rapport pas d'urgence chirurgicale. Tous les patients opérés, indépendamment du groupe, 50% de mortalité en intra-hospitalier, 9 patients sur 18. Et l'élément, je pense, qui est intéressant à sortir de cette présentation, je pense, c'est quand même, dans le groupe 1, donc les patients qui sont gravissimes, avec des neutropénies profondes, des péritonies dans certains cas, on a quand même une survie à long terme qui peut être espérée, puis que 5 patients sur 18, donc quasiment un tiers, ont présenté une survie à long terme sans récidive. Et l'élément également important, c'est qu'une fois que les patients sont sortis de l'hôpital, tout groupe confondu, quand on exclut les patients qui sont décédés, on a des courbes qui sont globalement similaires. Donc, petit message à sortir de cette présentation, c'est qu'en période de neutropénie profonde, une urgence abdominale chirurgicale augmente la mortalité. Ce n'est pas forcément la chirurgie. Il faut bien dissocier ces deux choses-là. Quand on opère un patient en période de neutropénie profonde, enfin, dans notre expérience, 50% de mortalité hospitalière, donc c'est une mortalité qui est très importante, qui est prévisible. Cependant, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les opérer. C'est certains patients qui ont une pathologie hématologique de bon pronostic, on peut espérer avoir une survie à long terme. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a des remarques, des questions?
personne, donc c'est moi qui vais faire les remarques et les Merci. questions. Parce que bon, je vois bien les courbes de survie, mais finalement, est-ce que ça ne dépend pas de la cause de l'urgence abdominale, en fait? Parce que les patients qui décèdent dans le groupe 2, le groupe 3, ils sont décédés de quoi? Parce qu'on ne les a pas opérés, justement, ou c'est parce Non, que pas forcément qu'on ne les a pas c'est opérés. la ils sont morts mortalité propre ils ont- de leur pathologie? Ils sont morts soit liés à l'hématologie, à la pathologie hématologique, soit de défaillance multiviscérale, de sepsis, on ne connaît pas le point de départ, de maladies opportunistes. Ils ont plein d'autres causes de décès. C'est des patients qui sont très fragiles et la seule cause, ce n'est pas forcément l'urgence abdominale. Vraiment, ce qui ressort, je pense, c'est quand on fait une urgence abdominale potentiellement chirurgicale, ça grève fortement le pronostic, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas opérer ces patients. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que quand un patient décède, c'est d'être sûr que finalement, on n'a pas loupé une pathologie qu'on ne voit pas au scanner. Il y a également un autre élément, je pense. Comme c'est des patients qui sont neutropéniques, ils n'ont pas de défense immunitaire, souvent on n'a pas de réaction inflammatoire, et donc du coup, le scanner, il peut être pris en défaut. Justement, dans notre expérience qui est faible, je suis d'accord, c'est une statistique, on a un faible effectif, on a 0 laparotomie blanche quand le scanner montre quelque chose. Et en revanche, quand le scanner ne montre rien ou pas quelque chose de chirurgical, on a un taux de laparotomie blanche qui est de 75%. Donc, il y a 3 patients opérés, ça fait 10. Oui, non, mais je suis d'accord, mais on sait que sur 10 ans, on ne peut pas faire beaucoup mieux et c'est difficile d'avoir d'autres idées. En tout cas, dans notre expérience, le scanner, c'est quelque chose qui est assez rentable. Parce que les laparotomies blanches dans cette période de ces patients qui sont en thrombopénie, qui n'ont pas de polynucléaire nucléaire neutrophile, elles ne seront pas forcément beaucoup plus rentables. Et il y a un autre chiffre que je ne cite pas dans cette étude, c'est que dans 50% des cas, ils ont une autre infection, en fait. Ils ont une pneumopathie ou une autre maladie opportuniste. Donc, même s'il y a une cause potentiellement chirurgicale dont on passe à côté au scanner, aller à la chirurgie, déjà que quand il y a une cause, c'est compliqué d'y aller. Alors là, je pense qu'il ne faut pas y aller. Est-ce que c'est clair? Il faut résister à la pression. Je pense qu'il faut résister à la pression. Si le scanner n'est pas rentable, c'est quand même un geste qui va augmenter la morbidité, forcément. Quand on n'a pas de plaquettes et quand on n'a pas de neutrophile, faire une laparotomie, ça va forcément pas améliorer la situation. Mais le scanner est, dans notre expérience de 20 patients, assez intéressant. Voilà, c'est le message. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Dernière présentation, Bogdan Badic pour les valeurs pronostiques de paramètres issus de l'analyse d'imagerie diagnostique dans les cancers colorectaux, une étude multicentrique. Bonjour, merci pour accepter cette présentation. Donc c'est la caractérisation multiparamétrique des cancers colorectaux. L'objectif d'étude, c'était d'évaluer la valeur pronostique des paramètres issus de l'analyse d'imagerie radiologique préopératoire pour des patients atteints d'un cancer colorectal. C'est une étude multicentrique qui a inclus des patients de cancer colorectal stade 2 et 3. On a eu 193 patients, donc opérés entre juillet 2008 et mars 2017. L'analyse radiomique consiste en quoi? On va analyser les images radiologiques préopératoires, on va faire une segmentation des tumeurs et à l'aide des algorithmes mathématiques, on va extraire les paramètres d'imagerie, de texture qui vont permettre de caractériser la nécrose tumorale, la vascularisation, par exemple, et d'autres paramètres du forme, par exemple. Pour harmoniser toutes les acquisitions qui ont été réalisées au niveau des différents centres, on a utilisé une méthode de hiérarchisation non supervisée, ainsi qu'une méthode d'harmonisation bicombat qui a permis d'harmoniser les données. Dans les suites, on a construit les modèles prédictifs de récidive en utilisant 3 machine learning, la régression multivariate avec une validation multiple et l'ASSO, random forest et support vector machine. On a obtenu plusieurs modèles pronostiques qui étaient comparés à l'aide des courbes ROC, des balances d'accuracy et coefficient de corrélation du Mathieu. On a vu que les modèles pronostiques qui sont issus des données qui sont harmonisées, c'est plus fiable que les données originales. Le meilleur modèle est obtenu avec la régression multivariée
qui a impliqué une variable clinique et 2 variables de texture avec une balance accuracy de 0,78, un coefficient du Mathieu de 0,6 avec une sensibilité pour détecter la récidive de 95%. Bien sûr, ce modèle permettait une stratification meilleure pour les patients à risque de récidive, surtout pour les données qui ont été homogénéisées. En conclusion, c'est vraiment important, donc c'est un nouveau outil qui peut être utilisé pour prédire la récidive. Nous, on a choisi les patients avec un cancer stade 2 et 3, mais par exemple, pour les cancers 2, on a toujours des débats autour de la chimiothérapie post-opératoire, et ça, c'est un outil qui pourra servir. Autre implication, donc dans les études récentes, c'est au niveau du critériciste hépatique pour voir réponse au niveau de la chimiothérapie, au niveau des métastases hépatiques du cancer colorectal. J'ai publié l'année dernière une étude qui montre une vraie corrélation entre les données de texture et les paramètres génétiques, surtout les paramètres d'expression qui étaient publiés dans l'American Journal of Transplantation. C'est important de poursuivre un peu ce type de recherche pour avoir plus de patients. Pourquoi? Parce qu'on a une multitude de données, surtout d'imagerie, obtenues sur des différentes machines, en plus de la variété des paramètres cliniques, et c'est important d'avoir un modèle prédictif qui est compatible sur tous les centres pour ce type de maladie. Je vous remercie. Bravo. Merci. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ça? On a à Brest un laboratoire d'imagerie médicale. Et bon, je suis impliqué depuis quelques années en ça, et je suis vraiment passionné avec les ingénieurs de l'équipe de la team du Brest, en 10-11, travailler sur ça, et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et donc là c'est des scanners tout venant. C'est-à-dire que finalement, vous récupérez des images de scanners n'importe lesquels. Oui. Et en fait, c'est l'algorithme qui analyse ça secondairement. C'est ça. Donc, ce sont des algorithmes qui sont bien standardisés sur le plan international, donc utilisés par toutes les équipes. Et moi, j'ai utilisé juste le CT scanner, mais on a aussi sur l'IRM et TEP scanner des études avec le laboratoire sur des autres pathologies, prostate, cancer du col utérin ou autres pathologies, on va dire, gynécologiques, qui donnent des bons résultats qui ont été publiés les dernières années. Et donc, les critères d'analyse, vous avez dit, c'est la nécrose, la vascularisation. La vascularisation à l'intérieur des tumeurs, qui peut prédire une agressivité de la tumeur. Et on voit des vraies corrélations entre les paramètres cliniques et les paramètres d'imagerie. On a fait des corrélations, voir si Spearman, s'il y a des corrélations directes, ça veut dire qu'on peut remplacer avec un critère clinique avec des radiomiques. Non, sont vraiment complémentaires. Donc c'est important de faire cette analyse. Je pense que dans l'avenir, on va avoir plus de résultats. Bon. Très bien, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben voilà, on a fini la présentation des meilleurs posters. Je vous invite fortement à voter. Avec l'application, vous avez juste à scanner le QR code et puis à voter pour les meilleurs posters. Puis, je vous remercie l'auditoire d'être resté jusqu'au bout. Bonne journée.